BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonsoir Patrick. Bonsoir Edwige. Merci d'être avec nous. Beaucoup de questions à vous poser, des questions sur votre livre. Vous venez de publier avec votre co-auteur favorite, Marie-Paul Virard, un livre que vous publiez chez Odile Jacob. Quelle France en 2050 ? C'est vrai qu'en ce moment, on en parle tous les jours sur BFM Business et dans la grande interview. Alors, lorsqu'on voit la Chine, les États-Unis, cette espèce de match de corps à corps, on dit qu'il n'y a pas beaucoup de place pour l'Union européenne. C'est un peu ce que vous décrivez dans votre livre, c'est pour ça que c'est très intéressant. D'abord, quand même, deux questions d'actualité. On s'attend à une perspective des taux d'intérêt là, j'ai envie de dire dans les 15 jours, dans les 3 semaines, en tous les cas bientôt pour la Banque Centrale Européenne, ça c'est sûr. Est-ce qu'il faut s'attendre à une baisse des taux significative ? Vous avez fait toute une étude très intéressante qui montre qu'en fait, il y a une sensibilité plus grande aujourd'hui des banques centrales vis-à-vis de l'inflation, vis-à-vis de la croissance et du chômage. Je crois que oui, les banques centrales, enfin particulièrement la BCE, a envie de baisser les taux d'intérêt, mais ça ne sera pas facile. La première baisse en juin, elle est acquise, elle est annoncée. Combien justement ? 25 points de base en juin, donc c'est pratiquement décidé. Mais c'est la suite qui est incertaine parce que le taux d'inflation de la zone euro va remonter. L'inflation de la zone euro est baissée par un facteur technique qui est que sur l'année écoulée, les prix de l'énergie, les prix des matières premières ont beaucoup baissé. Cette baisse va disparaître et même va être remplacée par une hausse des prix de l'énergie et des prix des autres matières premières. Donc on a probablement atteint le point bas de l'inflation, à 2,4%, et l'inflation risque de remonter d'ici la fin de l'année. Et donc la BCE aura un travail assez compliqué. Et je crois qu'il ne faut pas attendre plus de 2 baisses de taux d'intérêt, c'est-à-dire 50 points de base cette année. D'accord, dans l'année. Et de la part de la Banque Centrale Européenne, oui. Parce que justement, ce qui est intéressant, là aussi c'est une première en ce moment, on a un peu le sentiment que tous les schémas qu'on connaissait sont remis à l'envers. Je m'explique. D'habitude, c'est la Fed qui baisse ses taux, puis ensuite la Banque Centrale Européenne qui suit. Là, visiblement, ça va être l'inverse. Est-ce que ça va bousculer, ça va inquiéter les marchés ? Oui, enfin, c'est bizarre parce que fondamentalement, il y a moins d'inflation aux États-Unis qu'en Europe. Si vous regardez les coûts salariaux, les salaires corrigés de la productivité, ils augmentent de 2% par an aux États-Unis et ils augmentent de 4,5% par an en Europe. Là, donc, fondamentalement, on a plus d'inflation en Europe qu'aux États-Unis. Mais c'est caché, cette inflation européenne, à nouveau, par la désinflation importée, par la baisse forte des prix des importations. Donc ça donne une marge de manœuvre à la BCE, alors que la Réserve fédérale est engluée dans une inflation qui est toujours presque à 3,5% au mois d'avril. Donc, est-ce que c'est, à votre avis, c'est un schéma qui va se retrouver, qu'on va retrouver maintenant, dorénavant, on va dire? Non, je ne crois pas. Je crois que le cycle américain, il est toujours en avance sur le cycle européen. Ah oui. Les États-Unis ont un an d'avance cyclique sur l'Europe. L'année 2024 ne sera pas une trop mauvaise année en Europe. L'année 2023 était une très mauvaise année. Oui, mais pas sur les taux, donc visiblement. Non, mais parce qu'à nouveau, l'inflation est perturbée. Par ces mouvements de prix d'importation et puis par la très forte baisse des prix de l'énergie en Europe qui ont bondi au moment du début de la guerre en Ukraine. Standard & Poor's, le 31 mai, est-ce qu'il faut s'attendre à une dégradation de la France ? Quelles conséquences ? Parce que moi, je m'en souviens d'une étude que vous avez faite pour Natixis où vous disiez mais finalement, la dette, c'est pas si important que ça. Alors d'abord, est-ce que vous pensez qu'on va être dégradé ou pas ? C'est grave, docteur. Et la dette, est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou pas ? D'une part, les agences de rating détestent changer le rating d'un emprunteur lorsque les marchés n'ont pas changé leur jugement sur l'emprunteur. Donc les marchés ont un jugement très positif sur la France, puisque l'écart de taux d'intérêt avec l'Allemagne est très bas, il est en dessous de 50 points de base, etc. Donc ça sera une difficulté. Donc le Standard & Poor's aurait été beaucoup plus confortable pour dégrader la France si les marchés avaient déjà implicitement dégradé la France. Et puis
il faut regarder quelle est la dette. Alors, la France, dans le passé, a accumulé beaucoup de dettes à cause de la générosité du système de retraite, de la générosité des systèmes de protection sociale. Mais ce qu'elle annonce maintenant est différent. Elle annonce de la dette qui va financer la transition énergétique, les relocalisations industrielles. Et donc, c'est de la bonne dette, si vous voulez. Hein. Et d'ailleurs, la dette qui va financer la transition énergétique, si on ne faisait pas cette dette-là, on ne maîtriserait pas la hausse des températures. Alors, c'est pas que la France. Hein, si tous les pays ne s'endettaient pas pour arrêter la hausse des températures planétaires, on aurait des désordres qui coûteraient beaucoup plus à l'économie que cette dette. Donc, je crois que les agences de rating ne seront pas très sévères. Et d'ailleurs, il ne reste que S&P, hein, puisque les deux autres ont déjà... Oui, mais c'est la plus importante. Oui, il y avait des critères qui sont, je dirais, presque un peu plus... dans la sensibilité moins organisationnelle, si je puis parler ainsi. Oui, mais à nouveau, je crois que... ça va interférer aussi. Ça va interférer aussi avec les nouvelles règles du pacte de stabilité. Les nouvelles règles du pacte de stabilité, si vous faites des investissements qui, à terme, desserreront la contrainte budgétaire, à terme, amélioreront la soutenabilité de la dette publique, vous disposez de 7 ans et pas de 4 ans, qui est le cas général, pour améliorer vos finances publiques. Et donc, il y a un ensemble de décisions, y compris en Europe, qui donnent plus de flexibilité pour faire des bons investissements et faire de la bonne dette. Bon, on va revenir sur l'histoire de la bonne dette parce que ça peut paraître parfois un petit peu compliqué. Alors, dans votre livre, il y a un point que je trouve moi très intéressant parce que c'est vraiment le sujet un peu d'aujourd'hui. Est-ce que c'est la fin vous dites de la parenthèse enchantée de la mondialisation. Est-ce que c'est la fin de la mondialisation? Est-ce que, comme vous le dites en citant Sullivan, je crois, vous dites, en fait, il faut se préserver, c'est américain, un petit jardin avec des très hautes clôtures. C'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce que font les États-Unis sur la voiture électrique, avec 100% de droits de douane pour les voitures chinoises. C'est une bonne chose. Jean-Marc Daniel, que vous connaissez bien, il dit « mais ça n'a jamais marché le protectionnisme, c'est une erreur totale ». Alors, que faut-il croire? Alors, le protectionnisme est nécessaire lorsque vous protégez une industrie qui est naissante et pour lesquelles vous avez du retard dans le développement de cette industrie par rapport à vos concurrents. Et si vous ne faites pas de protectionnisme, vous ne développerez jamais cette industrie parce que vous avez un retard, qui fait que vos prix de vente sont plus élevés, vous êtes moins compétitif. Et donc la question qu'il faut toujours se poser, est-ce qu'on tombe dans le cadre de cette théorie des industries naissantes, qui à nouveau justifie le protectionnisme pour une période de temps transitoire, pour le temps qu'il faut pour amener des effets d'échelle, pour amener cette économie. Donc vous dites, les Américains, ils ont raison. C'est ce qu'on devrait faire au niveau français et européen. Alors, les Européens ne mettront pas de droit de douane de 100% sur les voitures chinoises. Je crois qu'ils vont faire un calcul qui sera plus raisonnable et plus sophistiqué, qui sera d'évaluer clairement quel est l'avantage de la Chine en termes de quel avantage que procure à la Chine les subventions publiques, quel est l'avantage que procure à la Chine le faible taux de marge de ces entreprises dans la batterie électrique. Et donc, on arrivera à un taux de taxation des importations de voitures chinoises qui sera proche de la réalité économique, du biais de compétitivité de la Chine. J'aime beaucoup la phrase de votre introduction justement sur ce chapitre très intéressant qui s'appelle « Fragmentation du monde, le temps des hautes clôtures ». Là, on est en plein dedans. Vous dites « Notre histoire commence par une sorte d'oraison funèbre. La mondialisation est presque morte. Le libre-échange est presque mort et je ne pense pas qu'ils reviendront de sitôt ». Et c'est Maurice Chang, 91 ans, qui est le fondateur justement de l'entreprise de semi-conducteurs taïwanais, TSMC, qui disait ça il y a quelque temps, alors que lui, au départ, il pensait que la mondialisation, pour lui, c'était formidable. Donc, vous pensez vraiment qu'elle est morte, la mondialisation? Alors, si on prend une photo instantanée, il y a un problème très clair qui touche les échanges de biens. Les échanges de biens sont très en deçà de ce qui devrait être si on était resté sur la tendance antérieure. Donc, il y a une démondialisation des échanges de biens. Il y a des travaux qui montrent que, par exemple, et c'est assez amusant, les pays échangent plus s'ils votent de la même manière aux Nations Unies.
Donc il y a vraiment une segmentation idéologique entre les groupes de pays pour les échanges de biens. On ne voit par contre aucune démondialisation pour les échanges de services. Et on ne voit aucune démondialisation en ce qui concerne l'utilisation du dollar. Le dollar est toujours, même de plus en plus utilisé pour ces utilisations internationales. Et donc, c'est sélectif. On a une grosse démondialisation aussi en ce qui concerne les investissements directs d'entreprises en Chine. Il y a un effondrement des investissements directs d'entreprises en Chine. Et donc, on a des indices de démondialisation, dont échange de biens ralenti et effondrement des investissements d'entreprises en Chine, mais le reste continue à se mondialiser. Les échanges de services, les investissements directs d'entreprises en dehors de Chine et le rôle du dollar dans l'économie mondiale. Parce que c'est intéressant ce que vous disiez, c'est-à-dire que ceux qui votent, qui sont aux Nations Unies, qui votent ensemble, sont en général, votent presque ensemble économiquement, on va dire. Ça fait un bloc géopolitique et un bloc... Mais lorsqu'on regarde notre bloc des Occidentaux, on n'est pas dans la meilleure des situations, quand même. Oui, mais... ça revient sur votre livre, Quelle France en 2050 et l'Europe qui s'appauvrira beaucoup en 2050. Mais je ne crois pas que le commerce n'est qu'une raison. Les pays qui vont souffrir le plus de ralentissement du commerce de biens, c'est les pays qui ont des stratégies qu'on appelle mercantilistes. C'est des pays, par exemple l'Allemagne, ou en Asie, la Corée, le Japon. C'est des pays... Pourquoi c'est des pays c'est pas ce qu'on observe aujourd'hui, quand même, Patrick. C'est des pays qui faisaient tirer leur économie par la croissance de leurs exportations. Clair typique. Que l'Allemagne et le Japon sont en croissance négative aujourd'hui. Donc ça, c'est clair que ces pays souffrent. Mais il y a des problèmes européens qui sont très sérieux et qui n'ont rien à voir avec la démondialisation. Il y a le problème démographique. L'Europe a une baisse maintenant pratiquement de 1,5% par an de sa population en âge de travailler. Et il y a le vrai problème qui s'ajoute à ça, c'est le problème de recul de la productivité du travail. Si on avait un vieillissement démographique, mais qui était compensé par des gains de productivité très rapides, ça serait pas grave, parce que on remplacerait les hommes par des machines et on continuerait à produire plus. Mais on n'a pas du tout ça. On a à la fois la baisse de la population en âge de travailler et la baisse de la productivité. Et donc, si on fait des extrapolations à l'horizon 2050, on trouve par exemple que le poids de l'Europe dans l'économie mondiale baisse de 22 à 15%. Et si vous continuez plus loin, c'est plus impressionnant encore. Donc on s'appauvrit quand même. Le protectionnisme, ce n'est qu'un toute petite explication de ça. Oui, mais c'est la partie visible de l'iceberg, j'ai envie de dire. Oui, mais c'est ce que nous, on observe. Non, mais l'explication la plus grave et la plus inquiétante, c'est l'arrêt des gains de productivité en Europe, alors que les États-Unis, par exemple, continuent à avoir 2%. Mais comment vous expliquez ça ? Insuffisance d'investissement en nouvelles technologies, insuffisance de la recherche-développement, problème du système éducatif. Je sais pas, Vivatech, Choose France, on a l'impression que la France passe son temps à investir dedans. Alors vous me direz, c'est 5 milliards, là où les Américains mettent 50 milliards. Vous avez tout à fait raison, mais si vous regardez par exemple le poids de l'industrie, la production industrielle, en France, elle continue à décliner légèrement. Donc pour vous, la réindustrialisation de l'Europe et surtout de la France, elle n'est plus possible. Elle n'est pas possible. Je ne sais pas, les gouvernements, les ministres, ils vous tiennent le contraire à longueur d'interview. D'abord, il n'y a pas de réindustrialisation aujourd'hui. Regardez la production industrielle. C'est pas le solde d'installation d'usines, la solde positive, solde net. Et il faut pondérer pour la taille des entreprises qui disparaissent ou qui sont créées. Mais la production industrielle ne se redresse pas, absolument pas. Et alors, vous avez des handicaps majeurs. D'abord, le fait qu'il n'y ait pas de croissance. Ça n'incite pas beaucoup à investir dans une région par rapport à un investissement aux États-Unis. Ensuite, les aides publiques, les aides publiques américaines sont plus efficaces. Le prix de l'énergie est plus bas aux États-Unis. Les coûts salariaux sont plus bas, etc. Donc, vous avez beaucoup d'avantages comparatifs des États-Unis qui ne se retrouvent pas en Europe. Donc, je crois que la réindustrialisation de l'Europe, ça ne se fera que pour les industries très stratégiques et ça nécessitera beaucoup d'aides publiques pour
se faire. Oui, c'est là où ça revient sur les questions que vous défendez souvent, c'est la spécificité en fait industrielle, enfin économique de chacun des pays de l'Union européenne. Il nous reste 3 minutes et j'ai encore beaucoup de questions, mais quand même, la solution justement pour cette France de 2050, si on reste un instant focus sur la France, c'est quoi? Parce que moi, si je vous écoute, je vais m'attendre à mettre la tête sous l'oreiller, Patrick Artus, et puis j'attends que ça passe, quoi. Le problème, il faut, c'est un ensemble de choses. Il faut réformer le système éducatif pour que les jeunes Français soient normalement qualifiés. Ça sera dans 10 ans, quoi, déjà. Ah oui, mais c'est des programmes à 10 ans, de toute façon. Ouais. Ensuite, il faut investir beaucoup plus en nouvelles technologies et en recherche-développement. Les dépenses de recherche-développement des États-Unis, c'est 3,5% du PIB. La France, c'est 2,2%. C'est comme un énorme écart. Et l'Europe ? Et l'Europe, c'est à peu près le chiffre français, oui. Ouais, d'accord. Et il faut moderniser notre industrie. Et on a un handicap aussi, qui est les PME. Les PME françaises sont peu modernes, sont peu productives, et on a peu d'entreprises finalement qui se modernisent et qui font des investissements technologiques. Et donc c'est un long programme, mais qui part de la réforme du système éducatif, de la formation de scientifiques. Et bon, alors c'est dans les tuyaux du gouvernement, mais il faut que ça aboutisse. Oui, c'est compliqué. Toute dernière question, là je reviens à une question d'actualité. Est-ce que les actionnaires sont trop, notamment en France, mais est-ce qu'ils sont trop rémunérés? Je crois grosso modo, vous avez 67 milliards pour le CAC 40, un peu plus de versement de dividendes, plus 30 milliards de rachat d'actions. Est-ce que c'est trop? Est-ce que ça nuit à la capacité d'investissement des entreprises françaises? Restons un instant sur les entreprises françaises. Si on regarde les entreprises françaises, elles n'ont pas arrêté d'investir. Au contraire, leur investissement a augmenté assez fortement, beaucoup plus que les autres entreprises européennes. Mais le problème, c'est les investissements nécessaires pour la transition énergétique. Et je crois que nous ne ferons pas ces investissements nécessaires, qui sont à peu près de 75 milliards d'euros par an, si on ne distribue pas moins de résultats aux actionnaires. Et les actionnaires ne seront pas spoliés. Si vous conservez dans l'entreprise des résultats qui sont investis, ça c'est la propriété des actionnaires. Mais il va falloir réduire la distribution de résultats aux actionnaires pour pouvoir faire les investissements de transition. Toute dernière question, Patrick Artus. Rapidement, vous êtes administrateur de Total Énergie pendant longtemps. Oui. Total Énergie qui se coterait à Wall Street, ça changerait quoi ? D'abord, ça se coterait beaucoup plus cher, puisqu'il y a une sous-évaluation des sociétés pétrolières européennes par rapport aux sociétés pétrolières américaines. Merci. De toute manière, a priori, il a refermé la porte, le Patrick Pouyanné. Merci beaucoup. Très intéressant. Patrick Artus, Marie-Paul Virard, Quelle France en 2050, et c'est publié chez Odile Jacob. Merci beaucoup. Merci Edwige.